parle souvent du stress avec comme idée derrière le stress nerveux, mais en réalité, le corps est soumis à bien d'autres stress que le stress nerveux. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, bienvenue dans ce 12e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par Jean-Marie Desfossés, auteur d'ouvrages sur le sujet de la respiration. Notre discussion tourne donc autour de ce sujet et nous voyons ensemble comment les différents types de stress de notre quotidien influent sur notre respiration et comment cela nuit à notre corps et à notre santé. Nous parlons aussi de la respiration qui serait idéale et comment vous pouvez vous exercer pour mieux oxygéner votre corps afin qu'il soit plus équilibré. 2 points avant de lancer cette interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant extraform.fr/12, le chiffre 12. Et le deuxième point, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis tous les avis que vous déposez et d'ailleurs je remercie Amine qui a laissé le message suivant. Xavier est une personne qui délivre du contenu de qualité sur la santé et le bien-être depuis de très nombreuses années sur Internet. Ce podcast est à l'image du contenu qu'il propose sur d'autres formats excellents. Je recommande à toutes celles et tous ceux qui veulent améliorer leurs conditions physiques et vivre en pleine forme. Alors déjà un grand merci à Amine pour ce commentaire et j'espère que cet avis vous inspire et que vous aussi vous prendrez le temps de venir laisser un petit mot sur la page du podcast dans iTunes. Et pour y accéder, le plus simple est de passer par le lien suivant extraform.fr/iTunes ou sinon vous cherchez directement Parlons Forme au sein du moteur de recherche de l'application. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Marie et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent ? Eh bien, bonjour à vous, bonjour à tous. Mon nom est donc Jean-Marie et je suis aujourd'hui à travailler sur les liens qui existent entre respiration et santé. À 2 titres. Au premier titre de malade, entre guillemets, puisque j'ai contracté, quand j'avais 20 ans environ, un syndrome de fatigue chronique qui m'a suivi très fort jusqu'à 38 ans, qui a failli me tuer. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre ma respiration et mon état de santé, mon état de l'énergie auquel mon corps avait accès. Et il se fait que, par ailleurs, c'est au deuxième titre, j'étais toujours passionné par le monde vivant. J'ai suivi un doctorat en biologie animale, en zoologie, et ma spécialisation est la physiologie, le fonctionnement du corps. Donc ça me donne une approche un peu double, à la fois vécue et théorique du sujet. D'accord. Alors vous êtes notamment l'auteur de 2 livres qui sont, alors le premier, je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre du coup, mais le premier que j'ai noté c'est En finir avec la sous-respiration et le deuxième c'est donc 10 respirations thérapeutiques au service de votre santé. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la sous-respiration ? Alors c'est une façon de nommer quelque chose qui n'a pas de nom véritable en physiologie classique. La sous-respiration, c'est en fait une respiration minimale. Alors, il y a différents degrés de sous-respiration. Lorsque le corps n'est soumis à aucun stress, et ce qui est particulier, c'est que on parle souvent du stress avec comme idée derrière le stress nerveux, mais en réalité, le corps est soumis à bien d'autres stress que le stress nerveux. J'appelle ça des stress physiologiques, des stress de fonctionnement, par exemple en fonction de ce qu'on a mangé, du stress oxydatif du corps, des postures du corps. N'est qu'un exemple, on a différents types de stress et tous ces stress ont pour point commun d'affecter le fonctionnement du corps et notamment d'affecter la respiration. Alors, classiquement, on se dit, tiens, quand on est stressé, on n'oxygène plus assez le corps. C'est pas tout à fait ce qu'on observe en laboratoire quand on fait des études. Ce qu'on remarque, c'est que l'oxygénation est assez bien surveillée parce qu'elle est indispensable au fonctionnement des neurones. Quand vous manquez d'oxygène, votre cerveau se met en arrêt et vous tombez en syncope. Donc ça peut pas vraiment jouer de ce niveau-là. Par contre, il y a une deuxième fonction à la respiration qui est l'élimination du gaz carbonique. Et
Quand vous êtes en état de stress, l'oxygénation est assurée, mais par contre, vous n'éliminez pas aussi bien, aussi efficacement le gaz carbonique. La sous-respiration, c'est donc des schémas respiratoires où le corps cesse d'utiliser la respiration comme outil de gestion de l'élimination suffisante du gaz carbonique. Et ça va avoir toute une série de conséquences en cascade sur la santé, l'état de vieillissement du corps. Et du coup, cette notion et cet état finalement de sous-respiration, c'est quelque chose qui est récent et qui est lié à nos modes de vie, ou est-ce qu'on peut dire qu'on respirait mieux avant, par exemple? Écoutez, objectivement, je ne sais pas. Je pense que il y a beaucoup plus de sources de stress diverses et donc en qualité et en quantité aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 100 ou 200 ans, notamment au niveau alimentaire, pollution. Maintenant, on ne peut pas noircir le tableau et ça ne se base que sur des pensées comme ça, c'est une supposition. Il se fait que le monde d'aujourd'hui est particulièrement stressant d'un point de vue physiologique. On a des alimentations qui sont pas du tout optimales pour le fonctionnement du corps, et ça induit des stress majeurs. Et donc j'ai tendance à considérer qu'on n'a jamais autant sous-respiré qu'aujourd'hui. Là où j'ai quelque chose de plus solide à mettre sous la dent, plus rigoureux, c'est quand je travaille avec des enfants et que je vois que certains enfants de 8, 9, 10 ans sont dans des états respiratoires, des états de sous-respiration, de respiration impactée par le stress, aussi intenses que parfois des personnes qui sont insuffisants respiratoires, avec lesquelles j'ai travaillé aussi. C'est assez stupéfiant de voir des enfants, des garçons, des fillettes qui inspirent, qui respirent uniquement avec le haut du thorax, comme si leur vie était en danger perpétuel. Et donc, je suppose que cette situation n'était pas la nôtre. Et je vois que les adultes sont finalement, bien qu'ils sous-respirent aussi, je remarque qu'ils sont finalement moins affectés que les enfants d'aujourd'hui. Donc j'ai tendance à dire que le monde est de plus en plus anxiogène, stressogène. D'accord. Alors justement, vous avez parlé du fait que vous avez évoqué dans une réponse précédente le fait de sous-respirer, ça va avoir des conséquences dans notre quotidien et sur notre santé. Est-ce qu'on peut creuser un peu plus sur cette notion? Oui. Alors, ce qui est essentiel, c'est bien définir, bien cerner à quoi sert la fonction respiratoire. En fait, là déjà, dans la question, il y a un piège, parce que fonction respiratoire, on va se dire, la fonction respiratoire, elle sert à respirer. Et en fait, la fonction respiratoire est intimement liée au mouvement respiratoire. Et là, le mouvement respiratoire assure plus de fonctions que la fonction respiratoire par elle-même. La respiration, c'est les échanges gazeux, c'est l'oxygénation et l'élimination du gaz carbonique. Là, déjà, c'est énorme parce que l'oxygénation, c'est fondamental pour le fonctionnement de la cellule. Il y a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui que dès que le corps manque d'oxygène, en fait, ça crée des dysfonctionnements. Le petit problème de ces études, c'est qu'ils n'envisagent pas, ils ne connectent pas le fait que dès qu'on manque d'oxygène, en fait, on accumule aussi le gaz carbonique. Donc, finalement, on ne sait pas ce qui est vraiment mauvais, si c'est manquer d'oxygène ou produire trop de gaz carbonique. Et j'ai tendance à dire que c'est l'excès de gaz carbonique, parce qu'il y a une raison très simple à ça. C'est que le gaz carbonique, il est soluble dans l'eau, il réagit pour former de l'acide carbonique. Et donc, quand vous n'éliminez pas assez d'acide carbonique, enfin pas assez de CO2, vous produisez de l'acidité à l'intérieur de votre corps, vous transformez votre sang, la partie liquide du sang, en eau gazeuse. Bon, il se fait que c'est impossible, vous ne pouvez pas aller jusqu'à ce point-là parce que vous en mourrez. Le sang ne peut pas changer son taux d'acidité. Il peut avoir une tendance qui le pousse à le faire, mais le corps va tout de suite compenser pour interdire, pour empêcher cette dérive. Parce que sinon, les protéines vont changer de structure, elles ne vont pas coaguler, mais elles vont se déformer. Et les protéines étant la base du fonctionnement du corps, notamment via les enzymes, en fait, le corps humain meurt très rapidement lorsqu'il y a une dérive des taux d'acidité sanguins. Donc le corps compense d'une façon avec des systèmes de secours,
il y a des systèmes de tampons qui absorbent les écarts qui peuvent avoir lieu, par exemple, lorsque vous avez juste un léger coup de stress qui dure 5, 10 minutes, 1 heure, ou vous faites un effort, par exemple, quand vous montez les escaliers, s'il y a un certain nombre de marches, vous finissez essoufflé. C'est une respiration très haute, c'est une respiration de stress parce que votre corps est en train de s'acidifier, et donc votre respiration bascule dans un système d'urgence. Pour compenser ça, si cette respiration qui accumule le gaz carbonique s'étire dans le temps, le corps met en place un système de secours qui consiste à éliminer de l'acidité via les reins. Donc c'est très curieux, ce serait très simple d'éliminer cette acidité par les poumons, mais le corps ne fonctionne pas comme ça, il met en place ce système bis, et l'élimination de protons va se faire via l'élimination d'ammonium. L'ammonium, c'est un cousin de l'ammoniac, c'est un neurotoxique très puissant, qui normalement est géré par le foie. Le foie est très bien équipé. Le foie est très bien équipé pour capturer l'ammonium et le transformer en urée, qui est une molécule neutre et inoffensive. Lorsque ce sont les reins qui doivent capturer l'ammonium pour l'éliminer dans les urines, ça devient plus compliqué parce qu'ils sont un peu moins bien équipés. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que dans toutes les situations où il y a plus d'ammonium, où on cherche à éliminer de l'ammonium, le taux d'ammonium dans le sang augmente. Donc en fait, vous vous empoisonnez un petit peu au niveau sanguin pour faciliter le travail des reins qui doivent pomper de l'ammonium, le laisser extrêmement bas en concentration et l'accumuler dans l'urine. Une fois qu'on sait que dès qu'on sous-respire, on augmente l'effort des reins, d'une part, et d'autre part, qu'on augmente la quantité dans le sang d'un neurotoxique qui est... L'ammonium est la molécule produite naturellement par le corps la plus toxique. Il y a des molécules plus toxiques qui peuvent être produites par des bactéries, mais ce n'est pas le corps c'est une situation anormale. Là, c'est normal, on produit ce neurotoxique très, très violent. Il est estimé qu'il est 1000 fois plus neurotoxique que l'alcool. Et dès que vous sous-respirez, vous accumulez un neurotoxique. Alors, petite parenthèse intéressante, il se fait que les malades d'Alzheimer ont tous des taux d'ammonium dans le sang normalement élevés. Actuellement, on considère que c'est la maladie neurologique qui crée cette anomalie sanguine. C'est un peu étrange, je ne vois pas vraiment, il faudrait que soit affecté le fonctionnement des reins, mais Alzheimer n'est pas connu pour ça. On pourrait considérer que c'est à force d'avoir des taux d'ammonium trop élevés que les neurones sont tombés malades. En fait, ils ne tombent pas malades, ils meurent. C'est un neurotoxique létal et c'est cette mort entraînant ou facilitant au moins la maladie d'Alzheimer. Donc, je ne cherche pas à terroriser les auditeurs avec cette histoire d'Alzheimer et d'ammonium, mais sachez qu'il est prouvé que le stress est un facteur aggravant de risque pour Alzheimer. Et ça vaut donc, c'est déjà une bonne motivation pour essayer de faire attention à sa respiration. Le deuxième niveau, c'est lié à cet équilibre acide-base, c'est que le corps va devoir faire en fait une latitude de correction pour équilibrer en permanence ces équilibres acide-base qui sont influencés pas uniquement par la respiration, mais aussi par l'alimentation. C'est très populaire parmi les naturopathes, enfin les approches naturopathiques, les équilibres acide-base. On va nous parler beaucoup de tels aliments qui sont acidifiants, d'autres qui sont alcalinisants, bien. L'accent est rarement mis sur la respiration. C'est cité, ça prend généralement quelques lignes dans le livre. Or, il faut savoir que la respiration, la sous-respiration, a un effet à mener à une tendance à l'acidification bien plus importante que l'alimentation. Sauf en cas d'alimentation très particulière où vous accumulez tous les acidifiants possibles et imaginables. Bon, ce qui se passe lorsque vous avez une respiration pleine et entière et que vous accumulez vous consommez beaucoup d'aliments acidifiants, le corps va compenser grâce à la respiration. Mais lorsque vous êtes en sous-respiration, le corps n'a plus ce levier d'action. Donc vous obligez le corps à compenser d'une autre manière. Et c'est là que les aliments acidifiants peuvent vraiment commencer à poser problème. Donc on a une sorte non pas de relation de cause à effet, mais d'action, de rétroaction ou de coaction entre la respiration et l'effet qu'aura l'alimentation sur le corps, au niveau de l'équilibre, la facilité avec laquelle le corps va assurer l'équilibre acide-base.
Oui. Après, si on arrive à associer les deux, une alimentation plutôt alcalinisante et une bonne respiration au quotidien, là, du coup, on met toutes les chances de notre côté. Oui, et je pense que dans le cas d'une alimentation à peu près équilibrée, le fait de respirer permet d'avoir il y a toujours un équilibre acide-base qui est assuré. Ça, c'est important quand même de le rappeler. Mais ce qui est déterminant, c'est le coût énergétique, le coût métabolique que le corps doit payer pour assurer cet équilibre qui est absolument vital. Et c'est vrai que la respiration, pour moi, est le premier levier sur lequel agir lorsque une personne estime qu'elle est en tendance d'acidification. Alors du coup, vous aviez parlé d'autre chose juste avant, là on a parlé de ce qui se passe d'un point de vue un petit peu chimique, on va dire, à l'intérieur du corps, mais vous avez parlé aussi de la fonction du mouvement respiratoire. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi là-dessus? Oui, et là on entre dans un secteur passionnant parce que tout dépend de la façon dont vous respirez. Lorsque l'on respire dans un état de stress, ce qui est principalement mobilisé, c'est la partie haute du tronc. On a peu appelé ça une respiration claviculaire. Ce que j'observe surtout, c'est que la respiration basse, celle qui mobilise le diaphragme, qui permet au diaphragme de remonter très haut lorsqu'il se relaxe, et la respiration à l'expiration qui mobilise le périnée disparaît. Ça, c'est la respiration de stress. Comme cette respiration très efficace a disparu, le corps met en place une respiration de secours, à nouveau, qui est une respiration très haute, claviculaire, qui est soit assez rapide, une sorte de pas suffocation, mais c'est vraiment une respiration dont le rythme est accéléré, soit, et c'est encore un cran au-dessus, une quasi-absence de mouvement. La personne, ce n'est pas qu'elle respire vite et superficielle, c'est qu'elle ne respire quasiment plus. J'étais dans cet état respiratoire pendant des années, et ça épuise le corps de façon tout à fait prématurée. Le corps survit à ça, mais ça le met dans une situation de coût énergétique, métabolique, oxydatif qui est gigantesque. Alors, il y a des raisons strictement chimiques, on vient d'en parler, parce que cette respiration très haute est très peu efficace, donc élimine peu de gaz carbonique. Il y a un autre souci, c'est que quand vous commencez à ne respirer que par le thorax ou ne quasiment plus respirer, vous privez votre corps d'un massage abdominal continu et en profondeur. Si vous avez la chance d'observer un chat, un chien qui est allongé et qui respire, vous verrez, si ce chat, ce chien est en bonne santé, qu'ils ont une respiration très basse, très ventrale, assez rapide d'ailleurs, mais très profonde. D'ailleurs, vraiment, ça, ils brassent. C'est pas que la respiration est ample, mais je veux dire par là qu'ils vident énormément d'air à chaque fois de leurs poumons. Et ça, c'est déterminant au niveau de l'efficacité respiratoire. Et nous, à l'inverse, on a une respiration qui ne mobilise plus ni le ventre supérieur ni le ventre inférieur, que ce soit au-dessus ou en dessous du nombril, ça ne bouge pas. Ça, ce n'est pas bon signe. Et ce n'est pas bon d'un point de vue strictement fonctionnel, mécanique, pour les intestins. Imaginez la situation, vous êtes en état en fait d'inspiration continue. Vous êtes tout le temps avec un essai de prendre de l'air supplémentaire sans jamais donner le temps au corps de vider les poumons. Donc on remplit des poumons qui n'ont pas été vidés. Et ils n'ont pas été vidés de quoi? De l'air qui a déjà servi de nombreuses fois. On comprend alors que l'efficacité respiratoire soit médiocre. Mais dans cette situation où vous êtes tout le temps en état d'inspiration, votre diaphragme est contracté et donc abaissé au maximum, ou presque au maximum. Vous avez de plus une immobilité des côtes basses qui ont tendance, en cas de stress, à rester immobiles d'une part, mais aussi à se refermer, à se resserrer. Et puis vous avez la ceinture abdominale qui reste absolument immobile, contractée ou non, mais immobile. Et là-dedans, vous avez 7 mètres d'intestin grêle qui demandent à être vascularisés, qui demandent à ce qu'il y ait une circulation des aliments à l'intérieur et qui demandent à ce qu'il y ait une circulation de la lymphe tout autour. C'est sûr que dans une situation de compression continuelle, ce genre de circulation n'est logiquement pas très facilité. Oui, et puis en plus avec la tendance qu'on peut avoir à être de plus en plus assis au quotidien, je suppose que ça complique encore plus la chose. Assis, voûté, tassé, oui, c'est là ce que j'appelle alors des stress posturaux.
tout va bien dans votre vie, tout va bien dans votre corps, mais vous vous mettez dans le canapé de telle sorte que votre corps ne peut pas respirer avec la partie basse. C'est impossible pour lui, mécaniquement il ne peut pas. Vous ne lui laissez pas, les structures anatomiques, les os et les articulations dans la possibilité de bouger comme il faut. Donc vous avez comme ça une compression continuelle des intestins qui change forcément les conditions de physico-chimiques de ces intestins. Alors aujourd'hui, quand on parle des intestins, on est assez focalisé sur le gros intestin. Il faut quand même savoir que ce qui se passe dans le gros intestin est tributaire de l'intestin grêle, qui lui-même est tributaire de ce qui se passe dans l'estomac. C'est un peu logique. Or, l'intestin grêle est quand même très différent du gros intestin. Le gros intestin, c'est un lieu où a lieu des fermentations sans oxygène, qui peuvent se passer d'oxygène. L'intestin grêle, pas du tout. C'est un petit intestin fin, très, très vascularisé, qui a besoin d'une oxygénation parfaite. Quand vous compressez les 7 mètres d'intestin grêle dans un état de sous-respiration, mon hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse avancée en compilant des informations issues de différentes disciplines, mon hypothèse est que vous rendez certaines zones de l'intestin grêle tellement appauvries en oxygène que peuvent s'y développer des bactéries qui n'ont rien à y faire, les fameuses bactéries qui peuvent vivre sans oxygène, les anaérobiques stricts, parmi lesquelles la famille des bactéries putréfiantes. Ce sont des bactéries qui mangent les protéines et qui relarguent une molécule dont on a déjà parlé, tient donc de l'ammonium. Voilà. Et c'est passionnant d'imaginer que déjà votre corps est en état de sous-respiration, vos reins travaillent à corriger en pompant de l'ammonium, mais ça implique une sorte d'enrichissement du taux sanguin en ammonium. Et par là-dessus se rajoute le fait que votre intestin va servir d'hôtel à des bactéries qui produisent énormément d'ammonium supplémentaire. Donc ça va encore compliquer la tâche du corps de gérer ce neurotoxique. Ensuite, les bactéries putréfiantes ne sont pas des bactéries amies du tout. Il peut y en avoir dans le gros intestin, mais pas dans l'intestin grêle. Ce sont des bactéries qui mangent les protéines. Et elles décapent très joyeusement les protéines de vos intestins. Elles essayent de vous digérer. Alors, c'est vrai qu'il y a des systèmes de protection, qu'il y a des mucus, etc., que les membranes des cellules sont faites de lipides et normalement ne devraient pas être concernées, sauf qu'il y a toute une bordure protéinique de protection également et de fonction, notamment des enzymes de transport. Et aujourd'hui, on sait que ce sont les bactéries putréfiantes qui servent de cheval de Troie pour que s'installent d'autres organismes indésirables comme les candidats albicans. Et là, on a donc un lien entre la bonne santé de la flore intestinale, au moins de celle de l'intestin grêle, et si vous détraquez l'intestin grêle, vous détraquez ensuite le gros intestin, et la respiration. Ce qui est très original parce qu'à ce jour, personnellement, je n'ai lu ça nulle part. Et pourtant, les arguments qu'on vient d'évoquer me semblent solides et cohérents. Et donc, une des recommandations pour des personnes qui auraient des soucis intestinaux, oui, l'alimentation, oui, des prébiotiques, des probiotiques, mais aussi une attention à la qualité des mouvements respiratoires. Pas une question de volume d'échange gazeux, de qualité d'échange gazeux, c'est juste avec quelle partie du corps la personne est en train de respirer. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment bien respirer ? En fait, c'est assez complexe parce que c'est bizarre, mais la respiration spontanée n'intéresse personne. Ce n'est pas un sujet de recherche. On cherche à modifier la respiration. Éventuellement, on va comparer la respiration spontanée avec la respiration modifiée. Mais quand vous allez voir le médecin ne regarde pas la façon dont vous respirez. On dirait que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Et pourtant, il y a l'efficacité des échanges gazeux. Oui, c'est vrai que le corps va toujours compenser pour que ça ne se voit pas, même si ça ne va pas. Il va cacher ses déséquilibres acide-base, etc. Mais il y a quand même des façons de respirer très différentes. Quand vous êtes dans votre bain, bien tranquille, vous ne respirez pas exactement comme quand vous êtes au volant de votre voiture, dans un embouteillage qui vous bloque depuis 2 heures. Il y a quelque chose de très différent. Et il est facile de se dire, tiens,
voilà, il est sûr que plus je respire rapide, suffocant, et plus je m'écarte de quelque chose qui est bénéfique. Mais ensuite, quand on veut aller vers la respiration absolument idéale, et quand je pourrais essayer de la définir, là on manque d'exemples. On manque d'exemples parce que les humains sont habitués à parler, et la parole est une forme d'expiration qui est anormale. Dans mesure, il faut toujours pousser pour expirer. C'est une expiration contrôlée. Nous passons notre vie, dès que nous parlons, à contrôler nos expirations d'une façon qui n'est pas instinctive. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous tenons une station verticale qui est assez récente. Notre corps n'est peut-être pas tout à fait pour respirer dans cette posture, au moins respirer de façon idéale. Alors, on ne va pas vivre à quatre pattes, mais il aurait fallu presque qu'il y ait quelques humains qui ne se soient jamais adressés pour voir quelle est leur respiration spontanée, alors qu'ils vivraient sans aucun stress, ce qui est aussi assez théorique. Alors, on me cite la respiration des bébés. Oui, c'est vrai. Et les yogis nous parlent de quelque chose qu'ils appellent la respiration yogique complète. Et ils nous montrent une inspiration qui part du bas du ventre, qui monte au niveau du haut du ventre, qui ouvre la cage thoracique en bas et qui vient soulever légèrement les clavicules. Et puis à l'expiration, ça redescend. Clavicule d'abord, puis les côtes basses suivent. Et le ventre, on laisse rentrer le ventre. C'est pas quelque chose de dynamique, on laisse rentrer. Et puis ensuite, à nouveau, on laisse s'ouvrir, s'épanouir. De nouveau, monter jusqu'en haut du thorax, redescendre du thorax pour l'expiration. Et le ventre qui rentre. C'est intéressant, sauf que c'est la respiration spontanée de personne. Personne, aucun adulte ne respire comme ça. Et aucun animal ne respire comme ça. Vous pouvez aller voir les grands singes dans les zoos, même là où ils se sentent bien. Les singes je peux parler par exemple du singe Coco, qui est un singe qui je trouve très bien avec la personne qui lui a appris le langage des signes. Ce gorille ne respire pas comme ça. Il n'y a pas d'humains adultes qui fonctionnent comme ça, il n'y a que les bébés. Et les bébés ont quand même une particularité anatomique que les adultes n'auront pas ensuite, c'est que leurs côtes basses sont très très ouvertes. Si on regarde bien un bébé qui est sur la table allongé, c'est un petit peu effrayant. On a l'impression que le thorax est béant. Et cette façon d'avoir les côtes ouvertes modifie la respiration. Et ce que pratiqueront les yogis, ou les personnes qui font la respiration yogique complète, ne correspondra pas à la respiration des bébés, parce que eux ne pratiqueront pas ce mouvement avec les côtes ouvertes. Ça, c'est passionnant. Du coup, qu'est-ce qui reste comme point de référence? Et depuis peu, je m'intéresse à la respiration des autres mammifères, et je regarde les chats, les chiens, et puis d'autres animaux, et je remarque qu'ils ont une respiration vraiment spéciale, qui consiste, lorsqu'ils sont très détendus, à expirer avec une ouverture du haut de la cage thoracique. Ce n'est pas un soulèvement des clavicules, c'est plutôt un élargissement, notamment au niveau des côtes basses. C'est très curieux à voir. J'ai une vidéo qui montre très bien ça sur un chat. Je l'ai observé chez d'autres animaux. On ne va pas faire la liste ici. Donc ce n'est pas un phénomène isolé chez un seul individu. Et donc j'ai essayé d'apprendre à mon corps à refaire cette respiration. Et les effets sont vraiment étonnants parce que j'ai pratiqué des tas de respirations, soit qu'on m'a enseigné, soit que j'expérimentais comme ça un peu par hasard ou par intuition. Et puis, de toutes celles que j'ai pu pratiquer, c'est celle-là qui est la plus relaxante. C'est prodigieusement bienfaisant, très vite, même si on respire peu en débit, en volume, on est en équilibre d'élimination du gaz carbonique. On le sent parce qu'on est très vite atteint par un tournis qui indique qu'on a éliminé assez de gaz carbonique. Et au niveau nerveux, c'est extrêmement relaxant. J'aurais tendance, à la lumière de tout ça, à dire que la meilleure respiration est une respiration qui met en mouvement la partie inférieure du ventre, en dessous du nombril. Il faut que cette zone bouge. Il ne s'agit pas de gonfler le ventre à l'inspiration, il s'agit qu'à l'expiration, le ventre perde du volume. Et qu'ensuite, à l'inspiration, ce volume soit récupéré. Vous voyez, il y a une petite nuance. Une personne stressée à qui on va donner l'instruction de gonfler le ventre va inspirer encore plus et puis se laisser expirer de façon passive. Les chats, les chiens, de ce que je peux voir, fonctionnent autrement. Ils expirent de façon dynamique et puis se laissent inspirer de façon passive. En fait, ils poussent pour vider leurs poumons.
Et si on réfléchit d'un point de vue physiologique, c'est beaucoup plus intelligent de pousser pour vider quelque chose contenant de l'air qui a déjà servi, les poumons, que d'essayer de tirer pour remplir quelque chose qui est déjà rempli d'air qui a déjà servi. D'un côté, on cherche à, accumuler, à remplir ce qui est déjà plein. De l'autre, on renouvelle, on cherche tout le temps à vider pour qu'il y ait un renouvellement maximal, optimal des poumons. Et donc, ça se tient bien. On tient quelque chose d'intéressant au niveau respiratoire, mais qui n'est pas, dont je n'ai jamais entendu parler nulle part ailleurs, et qui est assez passionnant. Ce qui est certain au niveau sous-respiration, c'est que dès que vous n'avez plus de mouvement, vous mettez votre main sur votre nombril, si vous n'avez plus de mouvement au niveau de votre nombril, vous pouvez estimer que vous ne ventilez pas suffisamment. Donc vous êtes en train de compliquer le fonctionnement de votre corps. Votre corps doit payer plus cher pour faire quelque chose, pour vous maintenir en vie. Voilà. Ensuite, vous pouvez simplement amplifier votre mouvement respiratoire, ou vous pouvez, en plus chercher à le restructurer pour mettre du mouvement à l'expiration, vider au niveau de l'abdomen. Alors, mais c'est la dernière chose que je veux faire, mais cette ouverture, cette expiration du bas de l'abdomen doit se faire sans qu'il y ait contraction des côtes basses. Or, une personne stressée va avoir tendance à expirer un petit peu comme ça, à comprimer en fait les abdominaux et fermer les côtes en même temps. Là, à nouveau, vous comprimez les intestins. Vous ne laissez jamais les intestins en décompression. Alors que si vous arrivez à expirer en gardant les côtes ouvertes, et voilà, j'appelle ça un peu la respiration des arbres qui ont toujours la respiration planée entière dans leur branchage, vous expirez côte ouverte, vous aménagez en fait une décompression des intestins. Et ça, d'un point de vue fonctionnel, si on réfléchit un peu, on se dit mais c'est très intéressant puisque on arrête de presser, de compresser tous ces petits vaisseaux et la contenu dans la paroi de l'intestin et l'intestin lui-même. Et donc, on optimalise, on facilite grandement les processus qui sont indispensables pour une digestion optimale. Alors, du coup, vu que là, on est en format audio uniquement, c'est pas forcément très simple pour voir exactement, et puis pour décrire, je pense que même pour vous, ça doit pas être très pratique pour décrire en détail comment faire cette respiration. Mais je sais que vous avez une chaîne YouTube. Est-ce que vous avez partagé cette respiration sur une des vidéos de votre chaîne ? J'attendais d'avoir confirmation qu'il y avait d'autres animaux que certains chats, certains chiens que j'ai pu côtoyer. Et là, à la suite d'une sortie dans un jardin zoologique où il y avait exactement... Enfin, je suis allé juste pour ça. J'ai pu voir des lémuriens qui respiraient de la même manière, un lion qui respirait de la même manière. Et donc là, je sais que j'observe quelque chose qui ne tient pas de l'anecdote. Et donc, je vais mettre en ligne, sous peu, une petite respiration, enfin, une petite vidéo où on montre la respiration du chat. Ensuite, c'est pas une respiration qui est très simple à enseigner parce que les côtes basses sont très figées. Normalement, ça devrait être mobile, ça pourrait rester aussi ouvert que celle d'un bébé, mais concrètement, à cause de la position sans doute verticale et du stress qui immédiatement referme ses côtes et les fige, eh bien, on se retrouve dans un état fermé et immobile. Donc il y a une sorte de travail préparatoire qui est de remettre du mouvement, réapprendre à la personne à remettre en mouvement ses côtes basses. Et une fois que ceci est fait, la personne peut apprendre à s'entraîner, j'ai envie de dire presque s'amuser, à expirer en ouvrant les côtes. D'accord. Bon, enfin, dans tous les cas, sachez que pour les personnes qui nous écoutent, que sur les notes qui sont liées à ce podcast-là et qui seront publiées sur le site, je mettrai de toute façon un lien vers votre chaîne YouTube où où vous allez ajouter cette vidéo et où se trouve déjà un certain nombre de vidéos où vous expliquez différentes techniques de respiration qui peuvent être déjà une bonne façon de s'entraîner, de commencer à pratiquer. Donc voilà, si on a envie de le faire. Oui, bien sûr. Il faut savoir que il y a notamment une vidéo qui est intitulée « Les 7 exercices majeurs de coach respiration ». Donc, la coach respiration, c'est l'approche que j'essaie de développer de réduction des stress, donc des stress au pluriel, par des mouvements respiratoires. On pourrait presque appeler ça de la respiration en mouvement. Et donc, ces exercices-là vont contribuer
a la capacité, à développer la capacité de remettre en mouvement les côtes basses, parce que elles sont très liées à l'ensemble du fonctionnement du corps, y compris les deux autres points qu'il faudrait aborder sur la fonction des mouvements respiratoires. Je suppose qu'on va le faire. Alors, allez-y, je vous laisse la parole. Voilà. Alors, la deuxième conséquence vraiment majeure des mouvements respiratoires, qui sont effectués ou non en fonction de l'état de respiration ou de sous-respiration, c'est la circulation lymphatique. On a tous en tête les schémas d'un cœur, des veines, des artères qui ferment un circuit fermé. On a des idées beaucoup plus floues du système lymphatique qu'on ne nous apprend pas à l'école, et sur Internet circulent un certain nombre de schémas très étranges ou qui ne correspondent pas à la réalité. Les systèmes lymphatiques, on en a deux. Ce sont des systèmes ouverts. Ce n'est pas quelque chose qui circule et il n'y a pas de pompe. Donc c'est un système à circulation passive, mais pas vraiment. Il faut une pompe, c'est indispensable. La lymphe, ce n'est pas que les globules blancs, et c'est déjà pas mal. C'est aussi un système de maturation. C'est un lieu de maturation des globules blancs et c'est un lieu de collecte des liquides situés entre les cellules. Le système circulatoire, il a pour fonction principale d'amener de l'oxygène aux cellules. L'oxygène n'est pas un gaz qui diffuse très bien par lui-même, donc il a besoin d'un transporteur. Le transporteur, ce sont les globules rouges, mais quand même, si le globule rouge relargue la molécule d'oxygène à 2 mm d'une cellule, l'oxygène pourra passer à travers l'espace pourra couvrir la distance jusqu'à la cellule. Donc, les vaisseaux n'ont pas besoin d'aller jusqu'à la cellule. Par contre, toutes les cellules baignent dans un liquide, et c'est dans ce liquide qu'elles vont rejeter les déchets qu'elles produisent, et elles en produisent en permanence. L'un des déchets est le gaz carbonique, mais il diffuse très bien dans les liquides, et donc il va passer jusqu'au système circulatoire et être capturé par les globules rouges à nouveau. Par contre, les toxines, elles, n'ont pas de raison particulière, enfin, ne seront pas captées par les globules rouges et doivent circuler, être entraînées par la circulation de ce liquide intercellulaire dans lequel elles se trouvent. Le moteur de ce système lymphatique, qui est donc extrêmement ramifié, sans doute plus même que le système circulatoire, le moteur, il se fait que c'est le mouvement du corps. Si le corps est immobile, vous avez une stagnation lymphatique qui s'installe. On peut comprendre tout de suite l'intérêt du sport. Et quand on vous dit que la marche est excellente à partir d'un certain temps de pratique, il faut savoir que c'est l'une des meilleures techniques de mettre votre lymphe en mouvement. Alors, on a deux systèmes lymphatiques qui sont non connectés. Le premier concerne le bras droit et au moins la partie droite de mon visage. Et tous les petits vaisseaux qui partent du bout de mes doigts et d'une partie de l'extérieur du crâne, le cerveau n'a pas de système lymphatique, vont converger dans des canaux de plus en plus grands en diamètre et aboutir à un canal commun qui se déverse dans la veine sous-clavière, donc sous la clavicule droite. Bon. Le deuxième système lymphatique concerne tout le reste du corps, c'est-à-dire mes deux jambes, mon bras gauche et éventuellement une partie gauche de mon visage et tout mon tronc. Les faisceaux dans les jambes remontent jusque dans le bassin et convergent dans quelque chose de particulier qui s'appelle le canal thoracique, canal lymphatique thoracique, qui est situé où ? Entre la colonne vertébrale et la masse viscérale. C'est pas un endroit qu'on va pouvoir masser de façon mécanique avec des doigts, c'est impossible. Qui est-ce qui s'occupe de mettre du mouvement sur cette zone-là ? Eh bien, quand vous vous pliez vers l'avant ou sur le côté, et surtout quand vous respirez avec la partie basse de votre abdomen. Si vous êtes en sous-respiration, vous êtes en compression des intestins quasi continuelle. En fait, vous êtes en compression continue et vous alternez entre compression et surcompression. Mais il se fait que vous massez assez peu les vaisseaux lymphatiques de façon optimale avec ce type de mouvement. Et donc, au lieu de permettre à la lymphe au canal lymphatique d'être pressé, lâché à chaque inspiration, expiration, vous avez une compression un peu continue. Alors, la lymphe continue de circuler parce que, il y a des valves anti-retour qui permettent à chaque décompression partielle à la lymphe de progresser. Mais ce qui est excellent, c'est si vous avez des moments où votre ventre est en parfait relâchement. Et ce canal lymphatique,
il va monter de la hauteur du nombril jusque, à nouveau, la clavicule, mais cette fois-ci ce sera la clavicule gauche, et se déverser dans la veine sous-clavière gauche. Ce canal thoracique reçoit aussi les vaisseaux lymphatiques qui sont entre les côtes et les vaisseaux lymphatiques qui viennent des viscères, notamment le foie. Vous imaginez l'importance d'enlever les toxines près d'un foie, et des intestins, très haut lieu de production de toxines. Ce n'est pas un problème que le corps produise des toxines. Le problème est qu'on l'empêche de les éliminer à un taux suffisamment efficace. Et là, nous avons un outil extraordinaire qui est la respiration. Il y a des respirations pour atteindre l'éveil, ce sont les respirations du yoga, des respirations pour se vitaliser, se survitaliser éventuellement, ce sont les respirations asiatiques, liées aux gymnastiques asiatiques. Et vous pouvez imaginer des respirations qui ont pour but de masser votre système lymphatique au maximum au niveau du canal thoracique. Et voilà une des choses auxquelles on ne pense pas. On se dit, bon, je respire pas trop bien. Ah oui, c'est pas bon pour mon oxygène. Là, on vient quand même d'avoir un listing tout à fait impressionnant qui peut expliquer tout à fait pourquoi une personne qui commence à respirer, être affectée très fort par les stress au niveau respiratoire, va très vite rencontrer des problèmes de santé. Parce que quand vous compliquez votre corps pour qu'il conserve son taux d'oxygénation, mais surtout son équilibre acide-base, sa flore intestinale et la qualité de sa digestion, et donc la qualité de l'assimilation de tous les aliments et les micronutriments indispensables, et ensuite que vous bloquez ou limitez la circulation lymphatique, vous pouvez évidemment vous dire que la respiration a vraiment un rôle majeur dans la santé, l'état de santé et la longévité que je vais offrir à mon corps. Alors justement, du coup, si une personne veut commencer à pratiquer concrètement dans son quotidien ces exercices, alors après, quelle que soit un peu la nature des exercices, et effectivement, comme on l'a dit précédemment, les gens peuvent aller voir vers votre chaîne YouTube où là vous donnez des exercices, mais ma question c'est peut-être déjà de savoir, est-ce qu'il y a une recommandation particulière à en faire, je sais pas, une fois par jour ou au minimum, par exemple 3 fois par semaine, quelle est votre recommandation de ce côté-là ? Je pense que l'idéal, ce serait de pratiquer en continu une respiration qui est l'équivalent d'une respiration de chat. Voilà. Je trouve quand même paradoxal que les chats respirent mieux que nous. Il y a quelque chose pas de vexant, mais c'est vraiment paradoxal. En permanence, ils sont en train de dormir, ils ont cette respiration parfaite, avec le ventre qui vous dit une expiration qui est poussée. Est-ce que nous, quand on dort, on retrouve pas un peu cette respiration, je sais pas, naturelle, je sais pas si c'est le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire ? Non, on est dans un schéma respiratoire qui est comme miroir, un peu inversé, où on va tirer pour inspirer, et puis lâcher pour expirer. Bon, quand on est très stressé et éveillé, on va tirer pour inspirer et pousser pour expirer, ou retenir pour expirer, on est bloqué à tout moment. Mais la respiration la plus relaxe que l'humain adulte pratique, c'est sa respiration de sommeil profond, et c'est typique du moment où la personne ronfle. Et donc dans le ronflement, on a bien une inspiration qui est tirée avec et puis l'expiration qui est plutôt passive. En fait, là, quand on a fini cette expiration-là, devrait suivre l'expiration que pratiquent par exemple les chats. Une expiration où le diaphragme se relâche enfin, remonte très haut, un diaphragme qui se relâche, ça part du bas des côtes lorsqu'il est contracté, mais quand il se relâche, il peut remonter jusqu'à hauteur des mamelons. Vous imaginez la course, l'amplitude de mouvement dont il est potentiellement capable. On ne peut pas restaurer du jour au lendemain cette amplitude de mouvement, parce que quand vous contractez un muscle en permanence, il finit par se raccourcir. Donc les personnes qui sont stressées depuis longtemps, même si elles cherchent à relâcher leur diaphragme ne va pas remonter si haut que ça. Donc il ne va pas ménager tant d'espace que ça pour que les viscères trouvent de l'espace supplémentaire pour bénéficier de zones de non-compression. Et donc, ça implique un travail, et là je réponds à votre question, ça implique un travail, à mon sens, qui est un travail quotidien.
Si pas, continue, parce que théoriquement c'est assez complexe. Je veux dire, on va sans cesse oublier de faire attention à sa respiration, mais au moins qu'une fois, 2 fois par jour, on ait un temps de travail respiratoire de 5-10 minutes. Que si vous êtes en parfaite santé, écoutez, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts particuliers, sauf si peut-être vous voulez vivre encore plus longtemps en bonne santé. Pour une personne qui a des problèmes de maladie chronique, quels qu'ils soient, je pense que, c'est ma conviction personnelle, c'est plus qu'une pensée, je pense que 10 minutes, 2 fois par jour de ce type de travail respiratoire est extrêmement bienfaisant. Et du coup, est-ce que vous avez déjà constaté avec les personnes que vous avez accompagnées si justement le fait de faire ces exercices peut, alors sur le long terme, sûrement après plusieurs mois de pratique, peut faire en sorte que justement dans les phases où on est concentré sur autre chose et on n'a pas forcément notre attention sur notre respiration, on va avoir quand même tendance à respirer de façon plus profonde et plus apaisée? Ce que j'observe, c'est que les exercices proposés, notamment les 7 exercices majeurs, ont pour effet de modifier la respiration spontanée. Maintenant, est-ce qu'elle va d'elle-même directement vers une respiration qui devient optimale en permanence? Pas du tout. Et je n'y crois pas. Pour la bonne et simple raison que si on respire de façon impactée par le stress, c'est pas un hasard, c'est une réponse du corps, c'est normal. Notre corps pense faire ce qu'il faut. Il nous croit en danger et il nous met en situation de fuite ou combat. Alors ce qui est étrange, c'est que fuite ou combat, pour lui, c'est respirer en haut et court. On peut se poser la question pourquoi. Il n'y a pas la réponse dans les livres de physiologie. J'ai ma petite hypothèse personnelle, ce serait que en fait, vous gonflez votre cage thoracique, vous donnez beaucoup de place au cœur pour qu'il puisse battre vite et fort. Parce que c'est lui qui vous permettra de courir vite, c'est lui qui vous permettra de donner de la force lors du combat, si vous devez en mener un. Le problème, c'est qu'on vit dans cet état du soir au matin et du matin au soir. Ce qui fait que le corps n'a pas été prévu pour ça. Par contre, l'effet de ces pratiques respiratoires fait que vous remobilisez des zones du corps qui ne bougeaient plus. Les côtes basses, le diaphragme, et je ne dis pas qu'il ne bouge plus du tout parce que ce n'est pas possible, on étouffe, mais vous augmentez son amplitude de mouvement. Et donc votre respiration spontanée est modifiée. Par contre, ça ne suffira pas pour qu'en permanence, vous ayez une respiration parfaite. En revanche, ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir quand vous vous asphyxiez. Là, de façon nette, vous allez vous rendre compte que là, je ne bouge plus le ventre, là, j'ai les côtes toutes refermées, là, je me tiens de façon tellement tordue que je suis en train de suffoquer. Alors qu'avant de pratiquer ce genre d'exercice, ça pouvait vous passer complètement inaperçu. C'est le cas pour la majorité des personnes, sauf des personnes qui font du travail de connexion un peu corporelle, telles que le yoga, le qigong, des choses comme ça. Et ça, c'est très intéressant parce que les exercices ne font pas le travail à votre place, mais ça vous rend conscient de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Oui, ça permet de se reconnecter. Oui, pour moi, le travail respiratoire, c'est d'abord un travail de reconnexion aux sensations du corps. Notre corps sait très bien respirer. Il y a eu une coupure, pardon. Lorsqu'il y a stress, il y a blocage respiratoire et le corps cesse d'utiliser les respirations spontanées qui pourraient lui faire le plus de bien. Et donc, dès que vous reconnectez un petit peu à une sorte de sagesse du corps, connaissance intuitive du corps, je ne sais pas si on a perdu quelque chose. Ouais, c'est pas très grave, ça a coupé juste 5-10 secondes, donc je pense que c'est pas si grave. Bon, écoutez, je pense que là, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Je sais que vous organisez peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui pourraient être intéressées, qui auraient envie d'aller plus loin, je sais que vous organisez des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de comment ça se passe? Oui, alors il y a différents types d'ateliers. Il y a des ateliers de respiration où je crois que j'y arrive. Mon but est d'apprendre aux personnes à s'emparer des exercices de coach respiration qui permettent de réduire certains types de stress. Ces ateliers peuvent durer 1 jour ou alors 3 jours. Lorsqu'ils durent 3 jours, les parties de temps consacrées au travail respiratoire sont entrecoupées de petites conférences, mais c'est très pratique, c'est très
concrets sur les techniques de réduction de stress qui peuvent pas être atteints par la respiration. Par exemple, votre alimentation, il n'y a rien à faire. Si vous mangez des graisses inflammatoires et des sucres inflammatoires, ce n'est pas avec la respiration que vous arriverez à annuler ça. Vous ferez moins de mal si vous respirez au mieux, mais bon, c'est intéressant de savoir que si vous voulez réduire l'ensemble des leviers de stress auxquels votre corps est exposé, vous devez aussi prêter attention au type d'aliments que vous consommez, à la façon dont vous les préparez, peut-être au stress oxydatif, à vos postures, au type d'activité, au type de pensée aussi que vous pouvez avoir, parce que ça a une influence. Et voilà, ça, ce sont les stages de 3 jours. Il y a une autre formule qui est de la pratique respiratoire en salle pour apprendre, et ensuite on va en milieu forestier, parce que les arbres sont des outils extraordinaires pour réduire le stress, et on va respirer, en forêt, on va faire de la marche respirante en forêt, on va faire de la sylvothérapie, s'immerger au contact des arbres, et ça aide beaucoup à libérer le mouvement respiratoire. Alors, est-ce que vous avez un site internet? Je sais que voilà, j'ai parlé de la chaîne YouTube. Est-ce que vous avez un site internet, je sais pas, une page Facebook ou des choses comme ça où les gens peuvent venir chercher plus d'informations? Alors, vous avez pour la partie respiratoire, coachrespiration.com. Facile, coach respiration, vous me retrouverez toujours. Et pour la partie où il y a l'immersion en milieu forestier, vous avez le site sylvothérapie.net, où là vous avez l'approche, la composante forêt qui est présente et c'est un délice de respirer dans la nature. C'est vraiment quelque chose ça rentre en synergie complète. Quand vous êtes dans la nature, vous changez votre respiration de façon spontanée. Et si en plus vous accentuez encore cet adoucissement respiratoire de façon volontaire, alors vous arrivez à des états de quasi méditatifs. Vous êtes dans des états de pleine conscience, alors que vous n'avez pratiqué vous n'avez pas cherché à entrer dans ces états de façon volontaire, vous n'avez pas cherché à faire de la méditation pleine conscience, vous y êtes de fait. Et ça aussi, ce sont de belles expériences qui sécurisent beaucoup le corps, qui sécurisent énormément le corps par rapport au fait de respirer à nouveau de façon moins stressée. Parce que si on respire de façon angoissée, le corps le fait parce qu'il a peur de... C'est purement la physiologie fonctionnelle. Le corps croit qu'il est en menace, j'en parlais tout à l'heure, croit qu'il va mourir, et donc il vous met dans des états pas possibles. Et au début, quand vous essayez de sortir de cette respiration de survie, il y a une part en vous qui vous dit « Mais non, tu ne peux pas respirer moins stressé, parce que sinon tu vas mourir. » C'est pour ton bien qu'on te met dans un état pareil. Et le corps le croit sincèrement, et puis c'est son boulot, et c'est comme ça qu'il est programmé. Et donc il y a un dépassement de cette peur à faire, à réussir. Et le milieu de la naturelle est quelque chose d'extraordinaire, parce que on sent un peu comme chez nous, en milieu naturel, nous les humains qui venons de la forêt, de la nature, et donc c'est vraiment c'est une expérience qui peut être presque perturbante, parce que c'est bouleversante, voilà, que d'aller respirer pleinement à l'intérieur d'une forêt et d'avoir le lien, la coupure qui est entre soi et la forêt qui disparaît. Et vous avez tout d'un coup l'impression que la forêt qui vous entoure, c'est une part de vous. C'est assez particulier. Et c'est infiniment doux. En tout cas, vous nous avez donné envie d'aller tenter l'expérience, et pourquoi pas de profiter des beaux jours qui s'annoncent pour aller essayer tout ça. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois peut-être. Oui, avec plaisir, Xavier. Très bonne continuation à vous et bonne respiration à tous vos auditeurs. Alors, merci encore Jean-Marie pour votre disponibilité et pour votre participation à cet épisode. Alors avant que l'on se quitte, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de ce podcast en allant sur la page suivante extraform.fr/12, le chiffre 12.
Et pour terminer, sachez que vous pouvez donner un coup de pouce au podcast et m'aider à le diffuser le plus largement possible. Et pour cela, vous pouvez faire 2 choses. La première, c'est de vous abonner sur iTunes. Et la deuxième, c'est de laisser un avis ainsi qu'une note 5 étoiles sur iTunes. Alors pour accéder à la page iTunes du podcast, vous pouvez passer par le lien suivant, extraform.fr/iTunes, ou sinon vous cherchez directement Parlons Forme dans le moteur de recherche de l'application. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Ciao.